Bonsoir, je suis Carole Bildé, CMO de la maison Veuve Clicquot et directrice du programme Bold by Veuve Clicquot. Bold, c'est quoi? Bold, c'est un engagement depuis 1972 de la maison Clicquot pour soutenir les femmes entrepreneurs. 50 ans d'engagement de soutien aux femmes entrepreneurs. Alors au cœur de ce programme, il y a un prix que vous connaissez, je l'espère, toutes et tous, qui s'appelle le Bold Woman Award, qui a honoré plus de 450 femmes depuis sa création dans plus de 27 pays et qui a honoré notamment notre invité de ce soir, mais sont aussi d'autres formats, dont les Bold podcasts qui s'appellent les Bold Voices et qui sont en ligne, je vous les conseille, ils sont vraiment canons. Les Bold Conversations sera le retour cette année en France des Bold Dinners. Et puis bien sûr, notre sujet de ce soir, les Bold Masterclass, avec une invitée qu'on adore, Sarah Poniatowski. Bonsoir Carole. Bonsoir Sarah. Merci de nous accueillir dans ta boutique magnifique, Maison Sarah Lavoine, qui est son flagship de la place des Victoires à Paris. Je crois que cette boutique te tient beaucoup à cœur. C'était la première Maison Sarah Lavoine. Oui, tout à fait. Et qui date de 2006. 2006. Non, pas du tout. 2012. 2016. Je suis très mauvaise en rétroplanning. J'ai trop de choses à tête. Merci à toutes et tous d'être là. Voilà. Alors, notre masterclass du jour, qui est donc notre 4e Bold Masterclass, elle est consacrée à une étape charnière de la vie d'une entreprise qui s'appelle la diversification de ses activités. Comment appréhender ce moment stratégique? Comment gérer la croissance? Comment choisir les bonnes verticales business? Comment ne pas abîmer la lisibilité de sa marque? Comment ne pas se perdre? Alors Sarah, c'est une étape que tu connais bien. Ta petite entreprise est devenue une grande entreprise puisque maintenant tu es à la tête d'une entreprise qui embauche plus de 100 personnes, Ouais, 100 salariés, 130, qui a plus de 5 business units. Donc en fait, tu t'es quand même pas mal diversifié, mais tu as gardé une vraie colonne vertébrale. Donc tu vas témoigner ce soir, tu vas partager ton parcours, ta méthode, tes recettes, tes conseils. Les Masterclass Bold, c'est vraiment la boîte à outils hyper concrète pour les femmes entrepreneurs, mais aussi pour les hommes entrepreneurs, puisque nous avons des conseils fantastiques de femmes qui peuvent inspirer les hommes. Ça marche aussi dans ce sens. On espère. Mais bien sûr, c'est sûr. Alors, un point très pratique, je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en ligne pendant la durée de cet entretien, qui va durer à peu près 20-30 minutes. Ça dépend si Sarah est bavarde et qu'elle nous raconte plein de secrets. Vous pouvez poser vos questions. Je les récupère à la fin sur un iPad. Donc vraiment, profitez-en puisque vous avez vraiment une voix. Voilà. Alors, Bravo Sarah. Carole, t'es très bonne. J'espère être à son niveau. Sarah, on y va, on commence. Alors, on va commencer par des questions business, des questions sur la croissance, des questions sur la diversification, puis après on parlera plus de la femme entrepreneur. Alors, moi j'aimerais que tu nous parles de ton parcours entrepreneurial, c'est-à-dire le avant 2002. On a toujours une question qui est... qu'est-ce qu'il y a avant? Comment on se lance? Alors, avant le studio d'Archie, parce que c'est par là que tu as commencé en 2002, j'aimerais comprendre le chemin. Quel est ton métier d'origine? Tu faisais quoi, en fait, avant de faire du design? Comment tu t'es lancé? Comment ça a plein commencé? de choses différentes. En fait, je suis assez autodidacte, donc c'est pour ça que j'ai toujours ce syndrome d'imposteur. Et comme je n'ai pas fait d'études, c'est toujours un peu compliqué, même encore aujourd'hui. Mais avant, je voulais être comédienne, donc j'ai pris des cours de théâtre à New York, des cours aussi de psycho et de philo. J'étais lectrice dans une boîte de prod pendant 2 ans. Donc plein de choses qui m'ont amenée et qui me servent aujourd'hui. En fait, tout sert. C'est ça qui est très important, c'est que vraiment tout est utile, je pense. C'est une vraie leçon, ça. Mais et un jour, je me suis mariée assez jeune, j'ai eu une enfant, et un jour, ma mère, qui est décoratrice, donc j'ai comme baigné dans cet univers de la décoration, je l'ai appelée pour travailler avec elle. Voilà, j'ai envie de faire des choses pour les autres, ce que je faisais pour moi tout le temps. En fait, j'étais névrosée du déménagement, de faire des maisons, de faire tourner les meubles. Dès qu'il n'y avait plus rien à faire dans mon appartement, en fait, ça m'angoissait terriblement. Il fallait que je bouge tout, il fallait que je déménage. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, je vais le faire pour les autres. Donc j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans, ce qui était une bonne école parce que c'est pas facile de travailler en famille. Voilà, mais
c'est vraiment une bonne école parce qu'on marche droit, je crois, plus droit que si c'était quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Donc, elle m'a appris le chantier, parce que c'était un univers d'hommes, de travailler sur les chantiers, et d'être une femme, c'était pas simple, de gérer des équipes de plombiers, d'électriciens, des menuisiers, des maçons, enfin voilà. Donc, mais très jeune, je me suis sentie très à l'aise là-dedans parce que j'ai eu ce modèle-là, quand même. Donc, ça aide d'avoir dans ma famille, on a un modèle de femmes qui ont toujours travaillé. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, de femmes libres et autonomes et travailleuses surtout. Donc, ce goût du travail, de l'effort, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a transmis et que je transmets aussi à ma fille ou à mes enfants. Ça, c'est important. Et donc, voilà, j'ai bossé 2 ans avec elle pour faire court. Après, j'ai travaillé 2 ans avec un ami architecte qui était un peu plus dans mon style, un peu plus jeune, donc un peu plus dans le même, voilà, dans un style qui était plus, une sensibilité qui me ressemblait plus. Et puis un jour, en fait, j'en ai eu marre de travailler pour quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui ne tenait où passer des lèvres, parce que le chantier, c'est dur de faire des travaux. Et vraiment, c'est un univers compliqué, l'architecture d'intérieur. On est au service des clients, on est entre des entreprises et un client, donc c'est toujours, t'es en retard, tu ne livres pas. Bon, bref. Et donc, c'est vrai que j'emmenais souvent des clients à moi ou des amis, et on tenait jamais nos délais, ça n'allait pas. Donc un jour, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que... J'avais des clients potentiels, donc je me suis dit, je vais monter ma boîte. Et c'est vrai que monter une boîte d'architecture d'intérieur, j'avais pas besoin de beaucoup d'investissement. Fallait ouvrir un capital, je sais pas, c'était 1500 € à l'époque, donc je l'ai fait toute seule, j'étais, voilà, faire ça. Et j'ai commencé avec un très gros client qui tout de suite m'a dit, bon alors pour demain, pour hier, il me faut ça. Et je me suis dit, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai quitté le client avant de commencer. Et donc j'avais une entreprise, mais plus de clients. Et puis après, avec du bouche à oreille. Et voilà, c'est un métier où, au départ, c'est vraiment le bouche à oreille. Et on commence comme ça. Donc voilà. Tu as beaucoup observé, et puis après, tu as suivi ton instinct. C'est le meilleur conseil à donner, finalement. Parce que j'ai lu que tu étais toujours un peu frustrée de ne pas pouvoir dessiner. Oui, mais c'est vrai. Parce que tu n'avais pas ce... Parce que j'aime être autonome et j'aime être libre de pouvoir faire les choses. Donc, ce que j'ai dans la tête, j'ai du mal à les retranscrire. Donc, je suis obligée de parler avec les mains ou d'expliquer à mes fabricants ce que je veux. Bon, maintenant, j'ai des équipes formidables avec qui je travaille, donc et qui comprennent ma sensibilité et qui retranscrivent ce que j'aime. Mais c'est vrai que c'est très frustrant de ne pas savoir dessiner. Alors, donc ça, c'était en 2002, studio d'archi. Et puis, tes premières collections de mobilier, ça, c'est 10 ans plus tard, en 2012. Alors oui, c'est les premières vraiment officielles parce qu'entre-temps, j'avais monté, mes bureaux étaient un showroom rue Saint-Roch. On trouvait important de pouvoir montrer ce qu'on dessinait sur les chantiers, des canapés, des meubles, les choses, ne restaient que pour les chantiers, pour un appartement, pour un hôtel ou des choses. Donc le fait d'avoir un showroom, qui n'était pas une boutique comme ça avec des collections où on puisse acheter des produits, mais on pouvait montrer ce qu'on dessinait. Mais là, tu t'es lancée dans la production. Et en 2012, je me suis lancée dans la production. Et là, ça devient un autre... Alors, comment on franchit ce cap stratégique? Je vois des personnes qui se lancent dans la production. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Et en même temps, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Au début, j'avais donc rue Saint-Roch. On s'est lancé dans la production grâce aussi, c'est des rencontres et des opportunités. C'est-à-dire que il y a des boîtes françaises, des artisans français magnifiques, et dont une qui s'appelle Jars, qui fabrique, je ne les ai pas à côté de moi, mais notre vaisselle, nos lampes, nos vides-poches, enfin plein de choses. On a créé une collection ensemble, mais il faut des quantités. Quand tu n'as qu'une boutique, ça, c'est compliqué. Donc on s'est dit, le seul moyen de créer nos propres collections et de commencer, c'est faire du wholesale, donc d'avoir des revendeurs. Donc on a été chercher la meilleure boutique de Toulouse, de Bordeaux, de Lille, de Lyon, avec notre collection, et voilà, et commencer à vendre en wholesale. Parce que quasiment en même temps, j'avais ouvert aussi une autre boutique rue du Bac. Donc j'avais 2 boutiques. Et déjà de passage de 1 à 2, c'était une galère. C'est une organisation, c'est les stocks, tout ça, quand même. Donc il y a plein de métiers différents à l'intérieur de mon métier. Mais comment tu as appris ces métiers-là? Après, tu t'es entouré d'équipes, mais aussi, quand même, il y a quand même l'arrivée d'un super partenaire, binôme, parce que seul, je trouve que c'est dur.
Franchement, l'entrepreneuriat seul, j'aurais pas pu le faire. Je serais restée avec mon équipe d'archi, on était 6, avec 2 boutiques sympas, on avait une sélection, nos produits, c'était bien, mais il n'y avait pas cette volonté, il y avait la volonté, mais seul, j'aurais pas pu tout faire. Et quand Édouard Renevier, mon directeur général, est arrivé, on était 6, donc maintenant c'était 10 ans, maintenant donc on est à peu près 140, 130, mais il m'a structuré, c'est-à-dire qu'il m'a aidé vraiment, enfin on l'a fait ensemble, mais à structurer et à créer la maison Sarah Lavoine avec la ligne et les produits, et il y a un côté un peu good cop, bad cop aussi, c'est-à-dire que moi j'aime pas parler d'argent forcément, ou il y a des choses que j'aime pas faire, ou dans lesquelles lui est très bon, et vice-versa, donc j'ai les pieds complètement ancrés, c'est-à-dire que je connais chaque tableau Excel, les chiffres, les bidas, ou la rentabilité, des choses là. Tu t'es mis à tous les sujets. Tous les sujets. Et lui, il se met aussi à la création, enfin, donne son avis aussi sur les produits. Donc on est un vrai duo. Et ça, c'est important de bien savoir s'entourer. Avec un homme ou une femme, hein, mais c'est vraiment une rencontre très importante dans ça, c'est à chaque masterclass ou chaque rencontre qu'on peut faire, il y a vraiment ce conseil qui revient toujours, qui est entourez-vous. Oui, le plus possible demander des conseils. On a toutes des amis. N'ayez pas peur de parler de vos projets. Voilà, plus ou moins des gens, dire voilà, faut oser, faut poser des questions, oui, des gens qui n'ont rien à voir, tu vois, avec ça forcément, pas des gens avec qui on travaille, mais tu as toujours un copain d'un parent, un copain ou un grand frère ou quelqu'un qui peut t'aider en te disant toi, tu as monté ça, comment tu as fait, tu vois, et tu demandes des conseils sur tout. En fait, il faut se nourrir, après, faut des petits vampires et prendre un peu chez les autres c'est très important. Donc ça, le début. Alors aujourd'hui, Maison Sarah Lavoine, on a parlé des employés, mais c'est quand même 15 boutiques en France. Ça a peut-être d'ailleurs évolué encore, mais en tout cas, à peu près. 15 boutiques en France, 150 points de vente dans le monde, c'est énorme. 120 employés, ou 130, parce que c'est encore bougé. Et donc une référence incontournable du design, du mobilier, de la mode aussi. Ouais, de l'art de vivre à la française, comme on dit, en fait, une marque un peu globale. Ouais, et on a ouvert des segments, donc c'est forcément cette diversification. Elle est arrivée quand on a pris la place des Victoires, et on est passé de Sarah Lavoine studio à Maison Sarah Lavoine, donc la création de la marque. Ouais. On s'est dit, c'est une maison. Dans une maison, et aussi, il y a un dressing, donc il y a du prêt-à-porter. Ouais. On a un restaurant, on a plein de choses ici, mais c'est là où on a commencé un petit dressing, par exemple. Ouais. Et c'est vrai qu'une de tes questions un peu plus loin, tu me poses cette question de savoir, est-ce que c'est parce que je suis une femme aussi que j'ai fait ça? On parle de ça après. On parle de ça après. Non, mais donc sur cette question-là, c'est vrai qu'il y a derrière cette question de est-ce que tu avais un plan en tête? Est-ce que tu avais vraiment un business plan de je veux ouvrir tant de boutiques, je veux me déployer dans le monde? Est-ce que tu avais une stratégie à long terme? Est-ce que tout était absolument bien calé? Ou est-ce que tu avais une ambition? Oui, c'est ça, en fait. Plus qu'une stratégie, c'est plus une ambition. Où j'ai envie d'emmener la marque très loin. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est compliqué encore aujourd'hui de l'emmener à l'international, parce qu'on fait le mobilier, compliqué, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un business plan. On a fait 25 business plans. On continue à en faire tous les jours des différents. Et puis, il se passe des choses. Il se passe le Covid, il se passe, je sais pas, les gilets jaunes, il se passe des élections, il se passe 1000 choses qui font que tout s'arrête. Et tout d'un coup, ton business plan, il tient plus du tout la route. Donc, en fait, c'est plus... on met ça dans des cadres parce qu'il faut. Il faut essayer la vision, on l'a, et la volonté d'emmener la marque très loin. Après, malheureusement, parfois, c'est pas si simple. Donc, ça prend plus de temps. Donc, moi, je suis assez impatiente. Donc, c'est très frustrant pour moi. Et donc, j'apprends j'apprends, mais j'ai du mal. J'ai besoin que ça avance, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de faire bouger tout le temps les choses. Parce que dans un élan vital comme ça. Des lignes ou des produits que tu as lancés, que tu as arrêtés, tu as renoncé à des catégories Ça, c'est le problème quand la boîte grandit. C'est-à-dire que pour moi, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on m'enlève. Je dis, mais pourquoi? En fait, je comprends pas. Que j'aime, que je veux garder. Mais non, on peut pas, parce qu'on a tant de millions de stocks. Donc, il faut couper dans les références. Et moi, j'ai toujours envie de plus, de faire bien les choses, mais tu vois, de développer plus de choses, et tout ne marche pas d'abord, c'est pas si facile. On pense que tout est toujours, mais non. Et puis ça pèse lourd. Donc tous ces process, je dois dire, en tant que, parce que moi j'ai double casquette. Tu vois, j'ai chef d'entreprise et créatrice. Donc c'est assez antinomique, c'est assez compliqué.
d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'en Ouais. tant que créatrice, j'ai envie d'être libre de faire ce que je veux, mais en tant que chef d'entreprise, eh ben, souvent dans des process et dans des cases, qu'il faut respecter des plans de collection. Ouais. Donc ça t'a structuré en fait d'être Oui, entrepreneur. oui. Ça t'a Mais discipliné. c'est parfois frustrant. Enfin, parfois, t'as envie de revenir un peu en arrière en disant c'était bien aussi une petite boîte Ouais. où tu es libre complètement de faire ce que tu veux. Absolument. Eh bien, écoute, c'est exactement une de mes questions qui vient là. C'est qu'est-ce qu'on perd en chemin Bah, tu vois. entre la petite boutique et finalement la grande entreprise et demain la multinationale. Mais qu'est-ce qu'on Mais perd? en même temps, on l'espère. C'est ça qui est, c'est avoir envie de. Je suis très fière de la relation. Je suis très fière de où on est arrivé et encore il y a beaucoup de chemin à faire. J'ai des équipes formidables, vraiment, avec qui on travaille depuis longtemps et tout le monde prend cette boîte à cœur. C'est ça aussi qui est très touchant et très important, c'est que je vois à quel point tout le monde est motivé et donne de lui-même ça. Les équipes, c'est très important de les fédérer. Donc ça aussi, c'est un vrai T'as travail réussi que j'ai à appris parce construire que je n'ai pas fait une d'école. culture. C'est ça, de management. Ouais. Et Edouard, il est très bon pour ça. Donc voilà, on se complète vraiment bien. Mais on perd, moi je perds en liberté, en tout cas en tant que en créativité, enfin pas en créativité, mais en possibilité de me dire, oh, j'ai envie de faire 3 miroirs. Ah bah non, tu vas en faire qu'un, ou tu as envie de créer les produits. Mais je dois dire que comme j'ai toujours la branche Archi, qui est un peu notre haute couture de la marque, quand on crée un hôtel, quand on fait des immeubles de bureaux comme L'Oréal, siège social de L'Oréal Luxe, ou plein de choses comme ça, on dessine des produits pour, et donc toutes ces créativités-là, on peut la mettre quand même dans le chantier. Quand on t'a refusé un truc, tu peux le refaire. Tu sais, quand les gens ils passent par la fenêtre, tu rentres par la porte, voilà, moi je suis un peu comme ça. Je suis tenace, je lâche rien. Quels ont été les plus grands défis que tu as relevés dans cette évolution vers la production auxquels peut-être tu t'attendais, au contraire que tu n'avais pas anticipé? C'est toujours dans cette idée de donner vraiment des tips, des conseils justement, concrets, en fait, comme nous, on tient sur plusieurs business models, business units entre le retail, l'archi, le wholesale, le contract et le digital. C'est génial parce que quand il y a une division qui marche moins bien, on s'appuie sur l'autre. Enfin, en ce moment, le retail, c'est plus dur avec les JO qui arrivent. On sait que là, les 2 mois à venir, ça va être catastrophique. Donc, j'espère que le digital reprend le relais, ou pareil pendant le Covid. On a été très bon sur le digital, donc ça a sauvé aussi plein de choses. Mais le problème, c'est aussi le poids des stocks, parce que comme on livrait très vite, on s'est surstocké. Donc au moment où tout le monde est enfermé chez soi, c'est génial parce que tout le monde a envie de refaire son intérieur. Et quelques temps après, tu as la crise de l'immobilier, d'un coup, il n'y a plus de transactions, donc les gens déménagent moins, donc on fait moins d'intérieur, donc tu te retrouves avec des énormes stocks. Et là, ça pèse lourd et c'est dangereux pour la trésorerie. Donc il faut se réinventer tout le temps et il faut voir comment... en ce moment, c'est un gros sujet pour nous. Tu as aussi un défi que tu t'es mis, avec ton équipe, qui est quand même de sourcer le plus possible local. En tout cas, Europe, on va dire. France, quand même, France, 60%. Quelques savoir-faire lointains, mais vraiment pour des savoir-faire spécifiques. Ouais. Ça, c'est important parce qu'on est toujours confronté de plus en plus souvent en tout cas, à cette réponse qui est « Ah oui, mais on a plus de savoir-faire en Europe ». En tout cas, une discussion qu'on a souvent. Toi, tu trouves ça difficile d'arriver à sourcer, en tout cas, à trouver ces savoir-faire? Franchement, c'est notre... entre le petit artisan qui va te faire une table à 3-4 exemplaires et la boîte, on veut la même table, dans la même qualité, mais à 200 ou 300 exemplaires, c'est très très compliqué. Donc c'est un travail non-stop, le sourcing dans notre métier, et c'est vraiment c'est très important. Donc on passe notre temps à sourcer. Et que les matières premières s'envolent, les prix s'envolent, tout s'envole. Donc on ne communique pas assez bien, je trouve, nous, sur le fait de travailler vraiment et de fabriquer ou en France ou en Europe. On devrait en parler plus. Et ça aussi, l'image, la communication, c'est bien fait pour le savoir, c'est très important pour une marque. Donc, et je pense qu'il faut qu'on communique plus là-dessus, sur le fait de vraiment chercher des artisans, des savoir-faire européens et français. Oui, parce que c'est un vrai plus, c'est une vraie démarche. Oui. Je sais que vous êtes très engagés là-dessus, et du coup, faut qu'on le sache, quoi. Oui, merci. C'est super. Alors, j'avais une dernière question sur cet enjeu de diversification. Tu as un petit peu répondu quand même, mais j'ai envie de creuser un truc. Tu es donc présidente et créatrice, donc tu as dû gérer des enjeux, alors
co-gérer, gérer avec des gens, mais quand même gérer les enjeux financiers, opérationnels, managériaux en tant que dirigeante. Tu as donc plusieurs casquettes. Comment on apprend les autres casquettes? Tu as un peu répondu. Et j'ai entendu dans une autre podcast, je crois d'ailleurs un autre podcast, que ce qui était le plus difficile, c'était les RH. Ah oui, alors, oui. Tu veux nous dire un peu comment on apprend quand même parce que moi, je mets beaucoup d'affect dans mon travail. C'est-à-dire que je suis un peu leur maman à tout. Enfin, je suis presque la plus vieille, je crois. Oui, quasiment. Et donc, c'est un peu mes enfants. Enfin, il y a un côté très familial. Donc, quand les gens s'en vont, par exemple, que j'aimais beaucoup, ça m'affecte énormément. Et donc, j'apprends aussi à essayer de me renforcer, mais j'ai du mal. C'est-à-dire que parfois, bon, c'est la vie, c'est très bien, mais j'ai du mal à dire les choses, j'ai du mal à me séparer des gens, j'ai du mal à leur dire que c'est fini. Tu vois, c'est comme quitter un homme, enfin, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que... non, mais il faut apprendre, il faut faire une différence entre... alors, ce ne sont pas mes amis, c'est-à-dire qu'on ne part pas en vacances ensemble, mais en revanche, on travaille tout le temps ensemble. C'est-à-dire que c'est une aventure humaine incroyable. Et souvent, comme ils ont commencé jeunes, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il y a des stages, tu vois, longtemps, et puis les stages, le reste, se transforment en CDI. Enfin, donc, c'est des gens qui ont commencé longtemps et qui restent. Puis un jour, il faut bien qu'ils s'en aillent parce qu'ils ont envie de voir d'autres choses, ce qui est complètement normal. Mais donc, parfois, c'est compliqué. Tu as des équipes aussi à l'étranger, du coup. Oui. Et alors, c'est comment le management, la différence entre apprendre le management France et le management dans d'autres pays? J'ai pas vraiment des équipes en propre à l'étranger. Enfin, j'en ai en Belgique, au Luxembourg. Mais sinon, après, c'est des distributeurs. T'as pas encore de boutique en propre à Juste au Luxembourg et à Bruxelles. D'accord, ok. Ouais. Ça va venir, ce sera l'étape d'après. C'est ça. Ce sera le palier d'après. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on passe à la femme entrepreneur, personne entrepreneur. Bon, la question classique, mais j'ai quand même envie de te la poser parce qu'en plus, j'aime bien l'approche que tu as de cette question-là. Le fait d'être une femme, ça change quoi? Ça apporte quoi? Est-ce que ça influence la manière dont on voit l'évolution stratégique dans son rapport aux équipes, etc. Alors moi, je suis dans un domaine, il y a des domaines où le combat féminin est très très important et utile. Moi, je suis dans un domaine, bon, à part le chantier, qui est un domaine quand même un univers beaucoup plus masculin, mais la décoration, ça reste quand même un univers très féminin. Ouais. Au bureau, enfin en tout, on doit avoir 4 hommes. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes. On cherche les hommes, nous. Et puis on les aime bien. Ils sont très... donc, je me suis jamais sentie, en tout cas, moins forte qu'un homme. Au contraire, je trouve que on est plus forte, on sait gérer 1000 choses à la fois, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Moi, j'ai 3 enfants, donc ça appelle tout le temps. Et quoi qu'il arrive, ça restera ma priorité. Donc, je peux être n'importe où avec Jean-Marc Gallo, par exemple, en rendez-vous. Je dis pardon, c'est ma fille qui m'appelle. Il y a un truc très important quand même. Et je pense qu'il n'y a que les femmes qui font ça. Un père ne fera pas ça. Mais j'ai la chance, en tout cas, d'avoir été construite de façon où je me sens presque plus forte. Donc, face à des hommes, avec le sourire, je trouve que les choses passent mieux que des hommes qui vont crier. Ou des choses. Donc, il y a cette force qu'on a, nous, en tant que femmes, et dont il faut se servir. Et qu'est-ce que ça apporte, du coup? C'est d'être dur avec un sourire? Je t'entendais que tu disais ça. Oui, d'être dur avec un sourire. Non, mais je résume, en gros, mais en gros, c'était dur avec un sourire. Oui, ça passe mieux. Et tu obtiens plus. Moi, j'obtiens plus de choses comme ça. Mais bon, après, c'est ma façon à moi de faire. Mais je pense que il faut réussir à se sentir forte en tant que femme. Mais en fait, j'aime bien. On rencontre beaucoup de femmes entrepreneurs en France, mais vraiment à l'étranger. Il y a toujours évidemment cette question de la confiance en soi, cette question de se sentir un peu inférieur. Je ne sais pas si c'est inférieur, mais en tout cas pas considéré de la même façon, etc. Et j'aime bien. Et je trouvais ça important que tu partage cette vision extrêmement plutôt très positive, très assumée. Et non, mais c'est bien qu'on. Non, mais je vois, je sais pas, mais c'est vrai qu'on gère beaucoup de choses. Ils se rendent pas compte. Avec le père de mes enfants, il me disait souvent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Je me pose même pas la question de savoir comment je fais. On n'a pas le choix. On fait. Donc, tu vas pas rester chez toi. Tu es obligé de jongler partout. Donc, tu te poses pas la question, en fait. Ouais. Et je pense que il faut oser. Il faut faire pareil quand tu montes en entreprise. Il faut se faire confiance. Enfin, voilà, il faut vraiment y aller. Il faut se faire confiance et pas montrer quand on. Et pas montrer. Ouais, c'est ça. Il y a quand même.
Oui, parce que là, j'ai très peur. Surtout qu'il y a Jean-Marc qui est là. Et donc, je pensais qu'on était entre nous. Comme ça. Non, mais c'est vrai. Et en plus, tu les vois pas, il y a plein de gens qui te regardent à la Oui, c'est caméra. ça. Moi, je les vois pas. Mais oui, non, c'est un vrai travail sur soi, en tout cas. Il faut vraiment s'entourer. Alors, s'entourer et un message peut-être aux mamans. Parce que je sais que les femmes de ton entourage, ta maman, ta grand-mère, ont beaucoup compté, ta sœur. Et donc, dans ce regard, en tout cas, qui conditionne et qui te montre que c'est possible, c'est important. Donc, c'est vrai que... Oui, j'ai eu la chance d'avoir ce modèle-là, moi, de femme. D'avoir des modèles voilà. Donc, de dire, oui, de toute façon, il n'y a pas le choix, tu travailles, et puis tu travailles, tu peux le faire toi. Tu peux y arriver. Et c'est vrai qu'au départ, je n'aurais jamais cru que je montrais une boîte aussi grande. Donc voilà, on peut le faire, et on peut faire en ayant des enfants, on peut faire en étant seul avec des enfants aussi, voilà. Alors, si on parle diversification, revenons à cette question-là, est-ce qu'on diversifie son activité parce qu'on atteint un plafond de verre dans son activité d'origine, ou bien parce qu'on a envie de saisir des opportunités extérieures? C'est quoi le déclencheur et comment on se lance? Parce qu'on a toujours cette question, alors comment on se lance dans son premier business? Comment on se lance dans plus grand, donc plus d'argent, plus de risques, etc. C'est quoi le déclencheur? C'est plafond de verre, je suis pas sûre, c'est vraiment des opportunités qui s'ouvrent, et c'est aussi parfois d'apprendre à se renouveler, faut garder la marque désirable, parce qu'il y a différents business. Nous, on a une marque avant tout, donc il faut que la marque, elle dure dans le temps, et elle a une identité très forte, mais on peut se lasser, on peut s'en lasser. Donc, on a une couleur, donc les gens parfois réduisent notre marque, ma marque à la couleur. Moins maintenant. Moins, oui, tu as vu, il y a plein d'autres couleurs. Non, mais il y en a plein, mais en plus, on résume quand même beaucoup moins. Oui, mais c'était bon. Oui, bien sûr. Donc, il faut se diversifier pour aussi continuer à être désirable. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours peur de lasser, donc tu vois, j'ai envie de faire des nouveautés, de changer, mais tout en gardant son identité qui est forte. Mais comme vous avez votre identité très forte à travers la couleur, mais aussi. Donc, il faut se réinventer en permanence et ouvrir des nouveaux segments. Donc, que ce soit la beauté, la maroquinerie, en fait, tu vois, on ouvre beaucoup de segments différents. Et parfois, on s'y perd, donc il faut aussi faire attention. Tu parlais de syndrome de l'imposteur au début, tu as mentionné ça. Est-ce que ces questions de confiance en soi, de légitimité, de syndrome de l'imposteur sont les mêmes au moment de se lancer qu'au moment de croître, de se diversifier? En gros, est-ce que les doutes du départ sont les mêmes aujourd'hui, ou est-ce que c'est d'autres doutes qui remplacent les doutes du départ? Comment ça marche? Les doutes sont moindres, je pense, aujourd'hui, mais les angoisses sont plus fortes. Aujourd'hui, c'est lourd, t'as une responsabilité. Tu vois, quand je me lance seule, au pire, voilà. Mais quand on a 120 familles derrière et tous les gens qui comptent sur nous, oui, là, d'un coup, c'est lourd à porter. Donc, il faut. J'ai moins ce syndrome de l'imposteur, parce que grâce à des prix, par exemple, ou à il y a une reconnaissance qui vient. Donc, j'ai moins ça, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même oui, à un moment il faut motiver les troupes, il faut emmener tout le monde, il faut embarquer tout le monde. Donc même si tu as des doutes, tu ne dois pas les laisser les montrer. Comment tu fais? Tu as une technique pour quand tu doutes toi, quand tu as peur, quand tu dors pas Je ne dors pas, ça c'est sûr, je ne dors pas, mais je fais du coaching, beaucoup de coaching positif. C'est quoi le coaching positif? Je sais un peu, mais c'est pour... c'est un peu mystique, mais c'est un peu comme la loi de l'attraction, c'est d'attirer à toi les choses, d'envoyer que des énergies positives. Parce que si tu dis « j'y arrive pas », tu vas pas y arriver. En revanche, il y a une vraie technique qui est la loi de l'attraction, c'est d'attirer à toi et d'être créateur de ta propre vie et des choses que tu fais. Donc, c'est un peu une visualisation. Mais ça marche, franchement, il faut... c'est en tout cas enlever au plus le négatif. Mais c'est parce que notre cerveau est quand même très programmé sur le non d'abord, où je ne vais pas y arriver, et donc c'est tout un travail de nettoyage de cerveau pour travailler sur le positif. Et donc la visualisation, c'est au lieu de te dire « et si », c'est j'y suis. Au lieu de te dire « je suis au volant de ma voiture rouge », non, je rêve d'une voiture rouge, tu es au volant de ta voiture rouge. Okay. Donc tu visualises tout le temps, mais c'est un vrai travail, c'est très fatigant à faire. Enfin, c'est des cours, et ça marche en tout cas à attirer les choses, de voir des choses et de créer, d'être créateur de ta propre vie, de ta propre entreprise. Donc après, c'est pas miraculeux, ça marche pas si tu restes sur ton canapé. Hein. Il faut se lever le matin, il faut bosser, il faut y aller, mais en tout cas, et ça aide vraiment. On n'est qu'énergie, donc on envoie des ondes. Tu attires à toi les gens, tu attires les choses.
Donc tu attires que du positif, en tout cas. Faut y croire après. Hein. Quelles sont les qualités qu'il faut cultiver pour bien engager un tel virage stratégique? À un moment, il faut être focus sur quoi, à part visualiser? Non, ça, bien sûr, ça c'est quoi les qualités requises d'après toi pour vraiment gérer le virage, quoi? L'étape, tu vois il faut avoir cette vision de se dire bon, c'est pas facile. C'est des qualités, mais en tout cas, pour le coup là, c'est vraiment avoir un truc quand même très cadré et voir ce que tu développes en segment et où tu vas et comment tu. L'instinct, ça suffit pas. Quand tu passes à l'étape d'après, c'est bien pour se lancer, mais quand tu passes à ça, il faut structurer. Moi, j'ai pas tous les qualités financières. Enfin, tu vois, je suis pas DAF, donc il faut quand même avoir des gens qui ont ça autour de toi. Ou alors, pas forcément dans ton entreprise, mais en extérieur, en freelance. Enfin, il y a quand même plein de façons d'avoir des consultants qui peuvent vous aider à ça. Et il faut être têtu. Il faut être exigeant. Ouais. Il faut être têtu, il faut être ambitieux, il faut être... oui, il faut s'accrocher. Alors, des conseils. Quels conseils peux-tu donner à une entrepreneur ou à un entrepreneur qui s'apprête à créer une nouvelle verticale dans son activité? Alors, j'avais cette histoire de pensée positive, donc ça, c'est un truc important. J'ai noté ce besoin de s'entourer, donc ça, c'est très important. Tout dépend du domaine dans lequel vous êtes, mais c'est vrai qu'il faut avoir des partenaires très fiables. Quand on fait un chantier, Mais comment on le trouve, le bon partenaire? Parce que ça, c'est toujours une question qui revient de façon récurrente. On dit, OK, il faut s'entourer, mais on le trouve où? Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va sur LinkedIn, on tape des trucs. On va sur LinkedIn. Non, mais c'est vrai, c'est un des réseaux de LinkedIn. Aujourd'hui, il y a quand même... Comment tu l'as trouvé, toi, ton business partner, Édouard? Écoute, il a tapé à ma porte. Mais pourtant, je ne l'avais pas visualisé encore. Ça, c'est l'attraction positive. Je n'avais pas encore fait ça. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Franchement, souvent, on me dit, mais j'aimerais bien avoir un Édouard comme toi. Oui, mais c'est précieux. Et comme c'est précieux, il faut le garder. Enfin, c'est une aventure ensemble très forte. Mais le réseau, tu parles, tu te renseignes. Tu as forcément des amis un peu dans le même domaine. Enfin, tu vois, maintenant, aujourd'hui, il y a quand même, effectivement, LinkedIn, c'est beaucoup. Moi, je réponds à tous les messages, par exemple, que ça soit sur LinkedIn ou sur Instagram. On me pose une question, je réponds moi à tout le monde, tu vois, et je cherche. Donc, il faut beaucoup de curiosité, beaucoup de travail, c'est non-stop, mais il faut aussi être très impliqué. Et donc, oui, moi, je réponds souvent, on me dit, ah bon, mais vous répondez, je dis à tout le monde, un stagiaire. Tu vois, parfois, j'ai trouvé des stagiaires géniaux, jeunes qui m'écrivaient sur Insta, et je leur réponds à tous. Et j'insiste. Et on me dit, non, mais elle est trop jeune. Non, je dis, elle a l'air géniale. Effectivement, et d'après des stagiaires de 6 mois, qui viennent, elles sont géniales et on les garde. Tu vois, donc il faut aussi faire confiance et aller chercher les gens. Curieux, être visible, nous c'est vraiment de notre leitmotiv. Être accessible. Ouais. Être très accessible aussi. Et accessible quand t'es déjà un peu quand même connu. Oui, ou aller chercher, ne pas avoir peur. Aujourd'hui, on peut écrire à beaucoup de monde facilement. Enfin, on a un contact beaucoup plus facile qu'à l'époque où moi j'avais pas ces réseaux-là. Donc il faut oser. Il faut oser. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Et non. Tu peux essayer. Quoi. On finit sur un mot et après, je crois qu'il y a plein de questions. Alors, un mot juste sur les Bold Woman Awards. Je voudrais simplement vous dire que les candidatures pour l'édition 2024 sont ouvertes. C'est un prix fantastique. Il ne faut pas vous laisser impressionner par « Oh là là, mais je ne vais pas y aller parce que moi, je ne l'aurai jamais. Je ne vais pas tenter ma chance. » Sachant qu'il y a 2 prix, le Bold Woman Award et le Bold Future Award si vous avez plus une start-up. Sarah, toi, tu as gagné le prix en 2017. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, ce prix ? Franchement, je ne vous remercierai jamais assez, Monsieur Gallo et toutes les équipes de Veuve Clicquot, parce que ça m'a apporté cette crédibilité qui me manquait aux yeux des gens. Peut-être souvent, même des amis très proches qui pouvaient être chefs d'entreprise importants, ils se sont dit « Ah, mais en fait, elle travaille vraiment ». C'est pas un passe-temps de femme de chanteur, quoi. En fait, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais mariée, mais c'était vraiment... donc, tout d'un coup, tu te retrouves dans les pages Chaumont du Figaro, dans les Échos, dans des choses incroyables, et avec un parcours... C'est très différent, parce que moi, je suis un univers en plus, tu vois, déco, donc c'est un côté un peu genre, elles font tout de la déco. Mais non, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, et autant pour l'architecture d'intérieur que pour la marque. Alors, il y a beaucoup plus d'investissement quand tu as une marque, forcément. Archi, tu peux le faire seul ou tu peux le faire à 2, tu peux t'entourer différemment. Mais ce prix m'a apporté vraiment une reconnaissance énorme. Et moi, comme je disais, c'est mon
premier prix, je crois, mon seul prix même. Et j'en suis très fière, vraiment. Ça a été un autre regard, les gens m'ont regardé différemment. Donc, ça m'a... faut y aller. Ouais. Bon, Ah oui, il faut y aller, bien sûr. Vous avez encore quelques semaines jusqu'en septembre. Moi, je ne pensais pas gagner, hein. Jamais. J'aurais jamais pensé gagner. Donc, j'étais très émue. Je me souviens de mon discours. J'en tremblais. C'est magnifique. Donc, inscrivez-vous. Alors, les questions, allons-y. Merci beaucoup. Alors, plein de questions. Avez-vous, Sarah, un rôle modèle dans le design ? On parle toujours des rôles modèles, c'est important, mais est-ce que tu as eu un rôle modèle ? Enfin, il y a plein de rôles différents, mais André Putman, par exemple, qui n'avait pas forcément de diplôme d'architecte, mais plus un diplôme de harpiste, elle a fait une carrière exceptionnelle. Ouais. Donc, mais ça, tu vois, c'est important. Alors on parle souvent de cette histoire de rôle modèle, alors à quoi ça sert, etc. Ouais, ça sert juste à montrer que c'est possible. C'est possible. C'est pas parce que tu n'as pas un diplôme que tu peux pas t'entourer avec certaines personnes qui ont des qualités que tu n'as pas, et ça c'est très important. Et donc de pouvoir faire plein de choses, de créer sans dessiner, par exemple. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné ? Tu n'as rien écouté, toi tu suis ta route en fait, c'est ça. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Je vais te dire après. Alors là, il y a une question, tu n'es pas obligé de répondre, mais quelle sera la prochaine diversification de Maison Sarah ? Alors, moi, j'ai un rêve, c'est de faire une chaîne d'hôtels, un petit groupe d'hôtels. Voilà. Et ça serait assez la continuité par rapport à la maison, et tu vois, notre savoir-faire en tant qu'architecte, et notre savoir-faire d'avoir une marque de décoration. Et, donc, la prochaine étape, ça serait d'avoir un hôtel. En France ? On en fait pour les autres. En France ? Ou ailleurs, pourquoi pas. Mais donc là, voilà, ça c'est un rêve, et de faire une petite chaîne d'hôtels. Quel est le déclic qui vous a décidé d'embaucher votre directeur général ? Bon, ça on en a parlé, de pouvoir s'accompagner. Oui, j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais pas, et en même temps, faire toutes les factures, avoir tout géré. Tu vas être content de savoir que c'était pour les factures. Il le sait. Quel meilleur conseil donnerais-tu à une architecte d'intérieur qui souhaite faire des projets professionnels pour parvenir à se développer ou trouver des projets ? Alors là, sur la partie archi et pas... C'est pas facile, parce qu'on en voit... Moi, au bureau, on a des personnes en CDI et pas mal de freelance, parce que l'architecture d'intérieur, ça permet... C'est un secteur où tu peux embaucher en free, selon le nombre de chantiers qu'on a. Donc souvent, dès qu'on décroche des gros chantiers, on engage. Donc on voit, et ils sont free, ils font plein de choses à côté. Mais souvent, quand nous, on les fait pas, souvent, je leur donne des chantiers qu'on fait pas. Tu vois, on dit, non, mais ça, prends-le si tu veux le prendre, on donne les clients. Et après, donc, ils pensent qu'ils peuvent se lancer facilement, mais c'est pas parce que tu fais un chantier qu'il y a beaucoup de monde sur la place de Paris, et il y en a beaucoup des très bons, des très jeunes. Nous, on fait partie des vieux maintenant, mais ils sont souvent en binôme, je vois, quand tu vois dans les AD, tu vois, jeunes et talents. Et je pense que dès le départ, c'est pas mal d'être assez complémentaire et d'être à deux, ce qui n'était pas mon cas forcément au départ. Ok. Quelle est la part d'intuition dans les décisions qui vous ont mené où vous êtes ? Importante quand même. Oui, très importante. On essaye de me cadrer, mais moi j'essaie d'en sortir quand même tout le temps. Il faut de la passion, il faut de l'émotion. Enfin, tu vois, et souvent dans tes tableaux Excel, il n'y a ni passion ni émotion. Donc, alors ça, certains financiers arrivent à avoir la passion et l'émotion dans la case. Franchement, mais je suis pas d'accord. Donc, tu vois, je me bats là-dessus, mais si sans émotion, sans passion, ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc, voilà. Et enfin, on en a déjà parlé, mais il y a une petite question complémentaire. S'entourer est en effet important, essentiel, mais à quel moment décide-t-on de s'entourer d'une vraie équipe ? Difficile de savoir quel montant investir. Ah, mais ça coûte cher. C'est cher, les charges. Franchement, ça pèse lourd. Donc, il faut vraiment s'entourer quand tu n'as plus le choix. Enfin, tu vois, moi, je pense qu'il faut, pour le vivre, il faut rester le plus petit possible, le plus longtemps possible. Après, si tu cherches la rentabilité, voilà, si tu cherches des trucs de DAF, mais parce que tu as tendance peut-être à grossir un peu vite, et ça peut être dangereux. Donc prudence. Prudence, surtout. Ouais, en ce moment, c'est compliqué, la période est compliquée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Tu veux ajouter un dernier truc ? Mais merci. Tu nous as dit plein de choses. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous de nous avoir suivis. Un dernier mot pour vous dire que vous êtes là, vous le savez, puisque vous êtes inscrits grâce à la Bold Open Database. Vous dire que cette base, elle compte aujourd'hui 7000 femmes
et quelques hommes qui se sont enregistrés dans le monde entier. Cette base, elle est faite pour vous, elle est gratuite, elle est faite pour donner de la visibilité aux femmes entrepreneurs qui ne sont pas suffisamment visibles. Passez le mot, on continue et je suis ravie, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine masterclass, Bold Masterclass, après l'été. D'ici là, restez connectés, plein de choses à venir, dont les Bold Dinners. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.